Si vraiment le pays cherche les compétences et les expertises, il faut les prendre où elles sont. Si elles sont chez les femmes, pourquoi ne pas aller les prendre chez les femmes? Scientifiquement, personne ne peut prouver qu'il y a une différence en termes de capacité intellectuelle entre une femme et un homme. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une question de niveau. D'abord, je dis qu'au Burkina, ici, on a suffisamment de femmes instruites et engagées en politique pour, par exemple, respecter le taux recommandé de 30%. Ce leadership féminin, pour moi, c'est partout. Quel que soit le poste que vous occupiez, que vous soyez en médecine, en éducation ou même dans la vie courante, que vous soyez parmi les meilleurs. Mais ils n'ont qu'à commencer d'abord même par placer toutes les femmes qui ont le niveau qui demandent à rentrer. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Les femmes sont cette deuxième moitié du ciel qui constitue, sans discussion possible, la deuxième moitié de la terre. Bernadette Chirac ne pensait pas si bien dire. En plus d'être la deuxième moitié de la terre, elle forme au Burkina Faso la plus grande partie de sa population. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, la population du Burkina Faso est estimée à environ 18,5 millions d'habitants en 2015. Les femmes représentent 51,7% de cette population, dont 48% ont moins de 15 ans. Avec ce taux, il est légitime de penser que l'histoire politique du Burkina Faso ne saurait se compter sans évoquer la participation de la plus grande frange de sa population. Pourtant, le paradoxe est criard. Les femmes sont quasiment absentes de la scène politique burkinabé, ou plutôt, elles ne sont pas toujours mises au devant de cette sphère décisionnelle. Sont-elles en reste? Non. En témoignent les frémissements qui se font sentir avec une montée en puissance à travers le monde associatif et l'influence de certaines organisations non gouvernementales ainsi que les pressions internationales avec notamment l'application des recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes à Beijing. De plus, les femmes voltaïques d'abord et burkinabés plus tard sont toujours restées dans le sillage de la politique. Rarement affichées, mais très souvent dans les coulisses, ces femmes sont de ferventes et fidèles militantes. Une cooptation, un discours ou tout simplement un fait banal, mais surtout une conviction. L'engagement des femmes dans la politique est propre à chacune de ces actrices. L'histoire de la présence des femmes dans la sphère décisionnelle burkinabé remonte en 1958. La première femme qui va s'afficher, en tout cas sur la scène politique de façon directe, c'est Madame Wenzin Coulibaly, Célestine Makoukou Wenzin Coulibaly. Elle va être ministre en 1958. Mais est-ce qu'on peut dire que les premiers pas des femmes en politique date seulement de 1958. Je ne crois pas. Si vous prenez la période donc de la décolonisation avec la naissance des partis politiques, un parti comme le RDA avait dans son organigramme des sections féminines. S'il y a section féminine, ça veut dire qu'il y a implication des femmes, en tout cas dans la politique. Parler de l'évolution des femmes dans le milieu politique, il faut déjà distinguer
plusieurs phases. Alors, il y a la phase dont je viens de vous parler, qui est celle d'avant les indépendances, avec la nomination de Madame Célestine Makougou Wenzen Coulibaly. On a eu donc cette phase de 1958. Et puis, on va dire plus rien. Plus rien jusqu'en 1976. Alors, il faut rappeler que en 1975, les Nations Unies avaient décrété la décennie internationale de la femme. Et à partir de 1975, beaucoup de gouvernements, pour ne pas dire presque tous les gouvernements à travers le monde, ont commencé à nommer des femmes au niveau donc des gouvernements. La première femme qui va entrer au gouvernement le fera en 1976. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Madame Traoré née Sigé Fatmata. La troisième phase, c'est l'avènement donc de la révolution. Alors, la révolution qui arrive, comme toute bonne révolution, se veut un chamboulement de l'ordre établi. Et la révolution avait besoin d'une base sociale. Et cette base sociale, c'était les femmes, c'était les jeunes. Et la révolution donc va favoriser l'arrivée des femmes, on va dire de façon massive, entre guillemets, sur le terrain politique. C'est ainsi que l'Union des femmes du Burkina rappelle si bien que la révolution d'août 1983 a permis de poser la question de la condition de la femme, de comprendre le système d'exploitation de la femme, d'en saisir la vraie nature et toutes ses subtilités pour réussir à dégager des actions susceptibles de conduire à un affranchissement total de la femme. Ces changements et ces perspectives nouvelles prônées par la révolution et portées par le charisme du président Thomas Sankara ont fait du Burkina Faso l'un des pionniers en Afrique dans le domaine de la libération de la femme. Dès lors, parler d'égalité des sexes au Burkina est devenu moins tabou grâce à l'engagement personnel du père de la révolution. N'hésitant pas à s'aliéner une partie de la population masculine fortement ancrée dans le patriarcat, Thomas Sankara affiche clairement son objectif: faire de l'émancipation de la femme une réalité au pays des hommes intègres. Dès lors, des réformes sont proposées par son gouvernement révolutionnaire, lesquelles ont fait bouger les lignes, posant les bases nécessaires à la participation des femmes en politique. À la suite du célèbre discours prononcé le 8 mars 1987, avec cette célèbre et inoubliable citation, il n'y a de véritable révolution sociale que lorsque la femme est libérée. La révolution de 1983 s'est invitée dans les foyers. La révolution a été un tremplin pour moi, pour réaliser ce petit rêve que j'ai pu développer pendant mes années universitaires où j'étais active dans le mouvement étudiant. Mes premières activités ont démarré avec la révolution, l'avènement de la révolution, où j'ai juste simplement écouté un discours de militaires qui venaient de prendre le pouvoir et qui avait un autre langage sur la femme. Quand on arrive sans s'y attendre vraiment un peu du jour au lendemain, c'est sûr qu'on se demande comment ça va se passer. C'est ce que j'ai exprimé au camarade président à l'époque. J'ai dit, je n'ai jamais fait de la politique. Si faire la politique, c'est ce que je vois là, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas, vous le savez, dans les groupes politiques de l'époque. Alors, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Il m'a simplement répondu, tu sais, la politique, ou tu la fais ou elle te fait.
Malgré cette volonté affirmée des autorités de la Révolution à faire évoluer les mentalités et malgré l'engagement massif des femmes dans la politique, force est de constater que les premiers conseils des ministres n'ont pas accordé une place de choix à la gente féminine. Avec 20 à 28 membres, le Conseil national de la Révolution a évolué du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 avec tout au plus 5 femmes en son sein. De ce conseil à la 4e République, en passant par le Front populaire, le pourcentage des femmes dans les gouvernements n'a jamais dépassé 20,5 avec un nombre qui varie entre 3 et 7. L'insurrection populaire d'octobre 2014, à laquelle a fait place la transition politique, a également marqué un tournant décisif dans l'engagement des femmes. D'abord en tant qu'actrice du changement et puis comme leader. Sarah Sérémé ou encore Joséphine Ouédraogo ont été pressenties pour diriger cette transition. Si des experts soutiennent que la culture politique du Burkina Faso n'est pas encore enracinée pour que les hommes acceptent d'avoir une femme présidente, il faut reconnaître que les élections de 2015 ont marqué un autre tournant dans la participation des femmes leaders en politique. Qu'elles soient instruites ou non, ces femmes burkinabées engagées ont un dénominateur commun: faire valoir leur savoir-faire et leur savoir-être. Je peux dire que si on fait un retour en arrière depuis 10 ans, c'était pas facile pour les femmes. Mais actuellement, quand même, elles sont dans l'arène politique et les postes décisionnels sont occupés par certaines femmes. Regardez au niveau de la région des Cascades. Le gouverneur, c'est une femme. Les 2 hauts commissaires, ce sont des femmes. Le préfet central, c'est une femme. Donc c'est vraiment illustratif. Et je pense que, en tout cas, ça va. La question n'est pas d'être femme ou homme. La question d'être valable dans son domaine et d'être de qualité. Au sein du gouvernement, il y a quand même un bémol à ça. Au sein du gouvernement, on a eu des femmes extraordinaires comme Juliette Bonkongo. La modernisation de l'administration au Burkina, dont on ne parlait jamais, eh bien, c'est Juliette qui a amené ça sur la table. Et la conférence de Jomtien en Indonésie, si Alice Tchenderogo n'y avait pas été, on n'allait pas en parler au Burkina, je ne crois pas. Et Marie-Madeleine Ouédraogo, qui a énormément marqué l'Assemblée nationale. Véronique Kando, qui a beaucoup marqué l'Assemblée nationale. Fatou Diendire. Il y a un certain nombre de femmes comme ça qui ont marqué l'Assemblée nationale par leur action. Koulibaly Françoise, qui malheureusement est décédée maintenant. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Pour la plupart des gens, la femme, c'est celle qui doit être dans la maison. Elle a effectivement la charge de tout ce qui concerne la maison, mais pas forcément les choses publiques. Et de plus en plus, les femmes, ce que les gens, on n'est pas arrivé encore à faire le lien. Les femmes, elles vont à l'école comme les garçons. Bon, maintenant même à l'école primaire, elles sont plus nombreuses que les garçons. Elles vont à l'école, malheureusement, une bonne partie d'elles est coupée à un certain niveau. Soit elles sont enceintes, soit elles sont données en mariage, soit elles ne peuvent pas continuer parce que les parents optent plutôt de payer pour les garçons que pour les filles. Donc, les filles, quand même, juste aujourd'hui, à un certain niveau, dépassent un certain niveau et sont aussi dans l'administration. Elles sont dans les bureaux, elles sont un peu partout et on n'arrive pas à faire le lien de ça avec leur participation en politique. Alors que, bon, c'est tout à fait normal. Elles ont une éducation, elles ont une formation, elles ont un niveau de plus en plus élevé et c'est important qu'elles soient aussi dans la politique, autant dans la politique que les hommes. Et si elles ne le sont pas, c'est une grosse perte pour le pays. L'éducation de la jeune fille, l'un des plus grands combats menés par les femmes elles-mêmes, avec bien entendu à leur côté les hommes. Pendant plusieurs décennies, le combat est rude contre la pauvreté, l'isolement géographique, les pesanteurs sociales, les mariages et grossesses précoces, principaux facteurs de déscolarisation de la jeune fille burkinabé. Aujourd'hui, des batailles sont remportées, en témoigne la parité assurée et parfois dépassée entre filles et garçons dans les salles de classe.
certaines pratiques ont encore la peau dure et cela galvanise et multiplie les actions en faveur du changement des mentalités qui, malheureusement, maintiennent encore plusieurs filles et femmes dans une position rétrograde. Vous savez, je dis toujours, une femme, dès que tu es née femme, tu es obligée de te battre. Tu te bats d'abord au moment de la naissance. Tu te bats parce qu'au sein, la mentalité que nous avons et l'éducation que nous avons, la construction sociale que nous avons, la femme doit rester à l'intérieur et l'homme doit rester dehors. Et donc, si la femme doit arriver à quelque chose, il faut d'abord qu'elle s'impose au niveau de sa propre famille, lutter pour que évoluent les mentalités, pour qu'on ne la confine pas à la cuisine, au ménage et ce qui s'ensuit. Quand elle est à l'école, elle doit prouver qu'elle fait autant, sinon plus que les hommes. À l'université, c'est la même chose. Lorsqu'elle arrive au niveau du travail, on pense toujours qu'une femme, si elle a un poste de direction, c'est qu'elle a eu ses charmes qui l'ont amenée là-bas, alors que ce n'est pas vrai. Alors, donc, il faut prouver chaque fois, 2 fois plus que l'homme, votre compétence. C'est un travail de fond que la femme elle-même doit faire, en commençant par être compétente. Quand on est compétent, on vient vous chercher là où vous êtes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après avoir milité tant d'années, je me suis dit, pour que la femme soit vraiment compétente, il faut qu'elle aille à l'école et qu'elle montre aux autres qu'elle peut faire autant que, sinon plus. Et c'est comme ça que quand j'ai ouvert le lycée Universalis, au début, je ne voulais pas de garçons. Je ne voulais que des filles qui allaient être capables de se prendre en charge. Et au bout de 2 ans, les gens ont dit, Madame Nia, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez que... Elles vont se battre avec qui pour montrer qu'elles sont quelque chose. Et puis quand même, les garçons, elles vont toujours avoir affaire aux garçons. J'ai dit, c'est vrai. J'ai commencé à accepter les garçons. Mais je sais qu'à l'inauguration de cet établissement-là, c'était le ministre Dabiré, qui était ministre de l'Éducation nationale. Il est venu. Alors, quand on donnait les prix, les filles avaient 16, 17, 16, 17. Et le premier 14 qu'il a eu, c'était 15 avec un garçon. Il a dit, ah, quand même. Je me suis dit, ah, vous qui êtes notre ministre des tutelles, si vous réagissez comme ça, comment les autres vont réagir? C'est pour dire que, même avec votre compétence, vous devez encore avoir un plus. Votre savoir-être, votre savoir-faire dans la société. C'est ça qui vous classe et qui oblige les gens à vous respecter. En politique, les femmes elles-mêmes montent au créneau. En 2009, après plusieurs tractations au sein des organisations de la société civile et des actrices politiques, une loi voit le jour. Le Parlement burkinabé joue sa partition dans la lutte contre les injustices et réunit à Ouagadougou en février 2019 des femmes venant des 45 provinces du pays à la faveur d'un forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. Femmes du Burkina Faso et d'ailleurs, mon engagement à vos côtés, je le prends en m'inspirant de l'exemple de toutes les femmes et de tous les hommes, célèbres ou anonymes, qui ont fait de votre cause un choix de vie. Cet engagement, je le prends au nom de cette jeune fille qui n'est pas allée à l'école parce que tout simplement, elle n'est pas née garçon. Je le prends au nom de cette femme paysanne qui travaille sans relâche la terre dont elle ne sera jamais la propriétaire. Je le prends au nom de cette femme employée dans le public ou le privé, mais dont la carrière est plombée par le plafond de verre. Je le prends au nom de cette mère au foyer, première à se réveiller, dernière à se coucher, mais dont les efforts ne seront jamais reconnus par le mari. Aujourd'hui, c'est courant qu'on entende par-ci, par-là, une femme qui avance en politique, les gens essayent de voir ça autrement. Et comme je dis, il faut changer la mentalité. Au niveau de l'Assemblée, nous avons essayé, en tout cas, de mettre en place des mesures plus ou moins discriminatoires, d'équité, pour avancer. Nous avons ensemble, avec la majorité des députés, changé notre règlement intérieur, de telle sorte que, lorsque nous devons mettre en place le bureau de l'Assemblée, il y a forcément une place au niveau des vice-présidences qui est réservée à la femme. Ça, c'est obligatoire. Au niveau des secrétaires parlementaires également,
il y a obligatoirement 3 postes, je crois, réservés aux femmes. Et nous avons créé ce qu'on appelle une commission spécifique genre, qui naturellement est dirigée par une femme. Donc voilà un peu des mesures que nous avons essayé de prendre en ce qui nous concerne au niveau de l'Assemblée. Et lorsqu'il y a des missions également, ou des commissions qu'on met en place, on s'arrange toujours pour qu'il y ait des femmes, malgré le nombre limité au niveau de notre institution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons organisé, je crois, l'année dernière, un forum des femmes où nous avons fait des propositions qui, malheureusement, cela n'a pas été pris en compte parce que nous avons fait des propositions de telle sorte que chaque province ait une femme parlementaire. Et lorsque nous avons 45 provinces et des grandes provinces comme Ouagaï, Bobo, Dioulasso, donc on allait se retrouver bon an, mal an, avec minimum, je dis bien minimum 45 femmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous n'avons que, je crois, une dizaine ou même pas une quinzaine. Bon, c'est malheureux, mais je pense qu'avec le temps, quand on commence un combat, il ne faut pas tout de suite espérer la victoire. C'est tout un processus, comme je dis, changement de mentalité. Et il faut aussi que les femmes se mettent dans la danse. Cette réflexion à laquelle je vous convie au cours de vos travaux ne remettra pas en cause la loi déjà existante sur le quota genre. Bien au contraire, elle vise à la prolonger. Je souhaite ainsi que la même démarche soit étendue au niveau des exécutifs locaux. La loi sur le quota a été votée pour régler une question d'inégalité du genre. Du genre, quand on parle du genre, bon, c'est toutes les couches, mais dans cette loi, c'est principalement la couche la plus défavorisée, c'était les femmes. Le constat, c'était que les listes de candidatures et les candidates aux élections, les gens positionnaient les femmes très mal. Donc on pouvait voir des hommes alignés, ensuite on mettait des femmes pourvu qu'ils répondent aux 30%. Donc ce n'était pas efficace. Si bien qu'à l'Assemblée nationale, on n'arrivait pas quand même à capitaliser la participation des femmes au sein de l'Assemblée. Donc cette loi, nous l'avons révisitée et ce que nous avions mis là-dedans, c'était que nous puissions avoir des listes alternées, hommes-femmes, femmes-hommes. Il s'agit de promouvoir de manière positive la participation des femmes. Nous savons tous qu'il y a les pesanteurs socio-économiques qui font que c'est difficile pour la femme de pouvoir participer aux activités politiques. Alors, ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de quotas, ils ont peut-être leur raison, mais de mon point de vue, c'est un élément qui est nécessaire pour rattraper une inégalité. Et si on n'applique pas le quota, ça pose un problème. Comment faire pour que les femmes puissent s'engager davantage en politique? Comment faire pour qu'elles soient bien représentées? Notre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, a toujours soutenu le principe du quota genre, qui veut dire qu'au niveau des textes de loi, on prévoit une sorte de discrimination positive en faveur des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes dans notre société sont quand même un peu plus la moitié de notre population, mais elles sont sociologiquement victimes de l'évolution un peu de nos sociétés. Alors même que dans nos anciennes sociétés, les femmes étaient impliquées dans la gestion des sociétés politiques, de la cité. J'ai en illustration la charte de Kourou Kanfoukan, qui avait été adoptée dans l'Empire mandingue, juste après la victoire de Soutiata Keita en 1235. La charte a été adoptée en 1236. Donc au XIIIe siècle déjà, il est écrit dans cette charte que les femmes doivent être associées à nos gouvernements. Et même ici, nous sommes au Burkina Faso, dans la société Mouaga. Je ne suis pas de cette société, mais je connais un peu son histoire. Lorsqu'il y avait à préparer la succession du Moronaba, il y avait la Wemba qui était impliquée, qui avait la charge de la gestion des affaires jusqu'à la succession. Vous voyez en fait que dans nos cultures traditionnelles, les femmes sont prises en compte dans la gestion des affaires politiques. Mais il y a donc une incommodité moderne à voir maintenant qu'on a du refus
à prendre en compte les femmes dans la gestion de nos affaires politiques. Plébiscitée par plusieurs actrices politiques, la loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement des candidates ou des candidats aux élections législatives et municipales au Burkina Faso vise à promouvoir une plus grande participation politique des hommes et surtout des femmes et à accroître leur taux de représentation dans les instances élues. La loi, adoptée par 120 voix pour et une seule voix contre, présente néanmoins des insuffisances. Pour certains acteurs de la scène politique, le législateur n'est pas allé au bout de sa pensée. D'autres vont jusqu'à la juger rétrograde. Cette loi ne permettra pas de faire mieux parce que les sanctions, elles ne sont pas contraignantes parce que c'est des sanctions financières. Et lorsque c'est comme ça, écoutez, on peut se passer de ce quota tranquillement, quitte à perdre le financement en ce qui concerne la liste incriminée. Mais je veux dire qu'il est important que les politiques puissent s'asseoir ensemble et pour trouver une solution de telle sorte à ce qu'on puisse rattraper ce retard-là. Et cela est possible. Cela est possible. Nous avons vu qu'il y a eu des structures qu'on a mis en place, il y a eu des dialogues politiques, il y a eu des forums. Et comme je dis, c'est une volonté. C'est une volonté. Vous vous souviendrez que du temps de la Révolution, il y a eu cette volonté d'amener les femmes en politique, de les responsabiliser. Et c'est quelque chose d'important. Et ça commence à venir. En 1975, il y a eu besoin de décréter une décennie internationale de la femme pour inciter le monde à intégrer les femmes dans les sphères de décision. En 1983, les révolutionnaires ont frappé fort en nommant des femmes à des postes stratégiques. Ensuite, les femmes elles-mêmes se sont organisées, c'est vrai, sous la coupe toujours de la Révolution, avec la création de la DEMOF, avec l'implication donc des femmes au niveau des structures populaires, etc. Elles ont essayé, en tout cas, d'aller de l'avant, de s'impliquer elles-mêmes. Avec la démocratisation, je pense qu'on a même eu la création d'une association qui fédérait les femmes des partis politiques pour inciter les gouvernants à faire de la place aux femmes qui voulaient s'engager en politique. Je pense à la FED. Nous sommes en 2000. Il me semble que le caucus genre a été créé c'est bien en 2005. Alors, si en 2005, on est encore en train de créer des structures de plaidoyer pour demander aux gouvernants, ou moins aux responsables des partis politiques, de faire de la place aux femmes, je suis fondée à dire que c'est une régression. La cause des femmes a piétiné parce que les femmes n'ont pas porté, n'ont peut-être pas adhéré au projet, de sorte qu'elles puissent s'imposer sans qu'on soit obligé de les imposer. Maintenant, c'est une régression au niveau de la lutte politique des femmes. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Je ne crois pas. Et c'est en ça que, tant que les choses ne vont pas évoluer, il va falloir que l'on continue de mettre en place ce genre de structure-là. L'application de quotas genre figure à l'ordre du jour des pays d'Afrique depuis le début des années 1990. De nombreux pays africains ont réussi à inscrire les quotas volontaires et obligatoires dans leur système juridique et leur programme de parti. Les quotas volontaires sont généralement adoptés par les partis politiques, tandis que les quotas obligatoires font l'objet de lois adoptées par les gouvernements dans le cadre des constitutions nationales, des codes électoraux et d'autres lois réglementant
pendant les élections. À titre illustratif, lors des premières élections démocratiques d'Afrique du Sud en 1994, le Congrès national africain ANC a adopté un quota de 30% de femmes sur ses listes, grâce auquel la représentation des femmes est passée de moins de 3% à 27%. Lors des élections de 1999, des femmes figuraient systématiquement en 3e position sur la liste du Parti national. Au niveau local, l'ANC a adopté un quota de 50% de femmes sur ses listes. Au Rwanda, dès 2005, un système de quotas pour permettre à davantage de femmes d'accéder à des postes à responsabilité a été instauré. 30% des emplois de la fonction publique leur sont ainsi réservés. Au Parlement, leur part est de 61,3%, un record mondial. Depuis 1996, le Parti socialiste du Sénégal a adopté un quota de 30% de femmes et un quota de 20% de jeunes âgés de moins de 35 ans. Auparavant, le parti utilisait des quotas informels de 25% de femmes depuis 1982. Aujourd'hui, une loi sur la parité oblige les listes des candidats en lice lors des élections législatives à présenter autant d'hommes que de femmes sur les listes d'investiture, avec comme conséquence une augmentation nette de la gente féminine au sein de l'hémicycle. Vous pouvez décider de donner un quota de 30% aux femmes dans les postes de décision ou dans les postes électifs, mais il faut que les stratégies pour obtenir même ces 30% puissent être efficaces. Au Sénégal, quand elles ont eu la loi sur le quota de 30%, c'était il y a 20 ans, elles ont trouvé la stratégie pour qu'effectivement les femmes puissent être chefs de liste pour les élections municipales, les élections parlementaires. Donc, il y a des stratégies qu'il faut développer. Le gouvernement peut décider, mais c'est aux femmes de trouver les stratégies pour se positionner, pour se soutenir, pour trouver le moyen de lever tous les obstacles qui empêchent qu'au niveau d'une liste électorale, elle soit mise en avant. Le leadership des femmes et leur participation sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie publique et à la prise de décision relèvent des droits de l'homme et constituent les éléments essentiels de la démocratie et de la paix persistante, ainsi qu'une condition préalable du développement durable. La participation des femmes et l'égalité des chances en matière de leadership sont au cœur des engagements pris par les États membres de l'Union interparlementaire dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les États membres se sont ainsi engagés à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. Ils ont également convenu d'adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent. Au Burkina, il faut alors aller à l'application de ces textes dans un contexte qui porte encore les stigmates des conditions de vie difficiles de la femme. Il y a plusieurs difficultés. D'abord, le parrainage, comme on le dit, parce que le parrain a un droit de vie ou de mort politique pour la femme qui l'amène. Et le parrain ne veut pas voir ses filleuls s'affranchir. Or, une fois que la femme leader rentre dans l'arène politique, elle commence à prendre de l'assurance, elle commence à développer son pouvoir politique personnel. Si aux yeux du parrain, elle est devenue incontrôlable ou elle n'est pas loyale à son goût, il va chercher une autre qui va la remplacer. De sorte que l'alternance politique au niveau des femmes a été de tous les temps beaucoup plus rapide qu'au niveau des hommes. Et il y a beaucoup d'autres contraintes à l'engagement des femmes. Il y a la contrainte socioculturelle, parce que pour s'engager, il faut avoir l'aval de sa famille d'origine, la famille du mari lui-même et tout. Et maintenant, la deuxième contrainte,
c'est la contrainte économique. Quand j'ai été nommée au commissaire, la première difficulté à laquelle je me suis trouvée confrontée, c'est que une femme était passée avant moi et avait fait une gestion qui faisait qu'il ne voulait plus de femmes. Donc quand je suis arrivé, il a fallu que je travaille. Et quand la population a constaté que j'avais une démarche autre, elle a complètement adhéré à ce que je faisais. Et je vous assure que quand je quittais la province, c'était presque un drame. Parce que personne ne voulait que je quitte. Quand on a fait la cérémonie de revoir, les gens ont exigé que j'aille à pied jusqu'à la résidence pour qu'ils me suivent. C'était vraiment émouvant. Alors que quand je suis arrivé, quand on m'a nommé, ils ont dit, qu'est-ce qu'eux ils ont fait à Dieu pour qu'on leur donne une femme encore? Mais je crois que c'est ça aussi, montrer que quand on a une femme devant, on peut profiter de ça. Être femme, ce n'est donc pas une fatalité, mais une chance à saisir, une occasion de casser les préjugés. Et c'est ce qu'elles ont toujours gardé à l'esprit, les femmes leaders en politique du Burkina. Ne pas faire comme les hommes, mais faire plus que les hommes et garder sa touche féminine. Les femmes ont beaucoup d'atouts. On n'a pas que des faiblesses. On a tendance à dire quand on est une femme, c'est difficile, j'avoue, c'est difficile, mais on a des atouts. Les atouts, c'est l'instinct maternel, l'amour qu'on porte aux autres. Je pense que ça a beaucoup joué. Je n'ai pas vu autour de la rédaction des hommes face à moi, femmes, mais j'ai vu des collaborateurs. J'ai vu des frères, des grands frères, des époux, des maris aussi, parce qu'il y en avait qui étaient d'un certain âge, je les regarde, je vois, si c'était avec mon mari, c'est quel rapport que j'allais établir. Certains, c'est des grands frères, d'autres, c'est des petits frères. J'ai plutôt développé, c'est l'instinct maternel en ce moment qui vient comme un atout pour les femmes. Parce que les gens s'attendent à ce qu'une femme, à un certain niveau de responsabilité, devienne autoritaire. Et effectivement, souvent, c'est le piège dans lequel beaucoup de femmes tombent. On se dit, on nous considère comme faibles, des fois même incapables. Donc on a envie de montrer qu'on peut. Et dans cette envie de montrer qu'on peut, si on ne fait pas attention, il y a de l'autorité qui arrive et les hommes détestent royalement une femme qui veut s'en imposer. Ils détestent ça. Donc il faut plutôt manager. Sur le plan politique, j'ai senti quelquefois que, il y avait du machisme quelque part. Les hommes, ils ont beau appartenir à des partis politiques qui se disent socialisants ou sociodémocrates, je ne sais pas quoi, il y a toujours quelque chose qui reste chez les hommes qui fait que on ne vous considérera pas de la même manière. Quand on est femme à ce genre de poste de responsabilité, il faut travailler peut-être 10 fois plus ou 20 fois plus que les hommes pour vraiment montrer qu'on est capable de le faire. C'est ça. Et à ce niveau, je dois avouer que ce n'est pas toujours facile pour les femmes. Concilier ces fonctions ministérielles avec les fonctions au niveau de la famille, surtout, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas insurmontable. Les rapports entre les hommes responsables d'une part et les femmes comme collaboratrices ou le contraire, donc des femmes responsables et des hommes collaborateurs, je pense que les rapports professionnels, les rapports de collaboration, pour moi, ne doivent pas faire référence au genre. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas eu de particularisme en termes de rendre bien le service, comme on dit à la fonction publique, de la part des femmes moins que les hommes. Au contraire, les femmes, elles ont toujours tendance à se battre plus, à se donner, et c'est la chance que moi j'ai eue, et mes collaboratrices, que ce soit au niveau ministériel et plus tard, ont toujours été à la hauteur de leurs tâches et avec des comportements très professionnels et puis des performances qui m'ont toujours satisfait. La conciliation travail-famille, un levier visant à soutenir l'insertion professionnelle des femmes, est au centre des politiques publiques. Un idéal à atteindre ou une inégalité à réparer, cette conciliation est encore plus importante en termes de défis pour les politiciennes.
moi, je ne vois pas la vie de foyer, la vie professionnelle et la vie conjugale en dualité. Je vois ça, pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Selon moi, il faut que les deux puissent fonctionner. Et pour cela, j'ai dit toujours que c'est le dialogue qui doit prévaloir. Moi, je suis de celles qui disent, je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est le mari qui dit non. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas faire la promotion des femmes. Je dis toujours, quand un homme s'oppose à la nomination de sa femme, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a deux positions que moi je vois. Soit il est jaloux de la promotion de sa femme, il y a des hommes qui vont sauter sur leur siège en m'écoutant. Ça aussi c'est humain et c'est normal. Je suis d'accord, on peut être jaloux de la promotion de sa femme. On aurait préféré que ce soit soi-même. J'ai dit, c'est des possibilités. L'autre côté, ça dépend de comment la femme gère d'abord son ménage. Au regard de certaines difficultés rencontrées, elles sont nombreuses à n'avoir pas baissé les bras, loin de là. Leur engagement politique est resté intact, souvent même galvanisé. La reconnaissance reste cependant le maillon faible au soir de leur vie politique. Il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir rester positif. Et moi, je suis de ceux-là, de celles-là, qui toujours cherchent à rester positive. Donc, dans cette positivité, je peux dire que je ne peux pas être déçue. Je ne regrette pas l'engagement que j'ai eu. Ça, franchement, je ne le regrette pas. Même si je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas soulevé des montagnes dans ce pays. Mais je pense que cet engagement était nécessaire, même pour moi, ne serait-ce que de manière égoïste. Pour moi-même, c'était nécessaire pour que je fasse un peu la paix et que je vois. Parce que ça te permet aussi de voir que quand tu critiques une chose, ce n'est pas évident que tu puisses mieux faire. Avant l'insurrection, nous étions à l'Assemblée. Et notre mandat a été écourté. Nous sommes revenus. Quand nous sommes revenus, ma maison a été saccagée et incendiée. Donc, c'est à partir de ce moment que je pouvais dire que je ne vais pas m'engager encore en politique. Après tout ça, je me suis engagée. Ma famille biologique avait peur. Quand je m'engageais, tu ne vas pas laisser tomber ça. On m'envoie des gens, ils disent il faut laisser. On va t'emprisonner encore, on va te faire ça. Il faut arrêter. Ils avaient peur. Mais mon mari dit non, engage-toi. Et mon mari m'a soutenu. Et j'ai continué à m'engager. Ils ont compris, ils sont là, ils me soutiennent aujourd'hui. Face à la promotion du leadership féminin, plusieurs défis sont à relever par les femmes et en complémentarité avec les hommes. Apprendre par l'exemple, cultiver la solidarité et l'intégrité sont dans le viseur des réseaux tels que le réseau des femmes africaines, ministres parlementaires, présidents d'institutions et ambassadeurs en exercice ou anciennes. En réalité, la question, la problématique du genre en politique, c'est ça. C'est en amont, est-ce que les femmes s'engagent en politique? Parce que si elles ne sont pas nombreuses à être engagées en politique, il va être difficile dans une sélection de se retrouver avec un quota vraiment tel que nous le souhaitons. Donc, c'est une question importante. Et moi, je pense même que la réponse à la question du quota genre, c'est vraiment à ce niveau-là. Comment nous allons faire en sorte que les femmes soient de plus en plus intéressées à la chose politique? Moi, je pense que la première des choses pour emmener les femmes au niveau du milieu politique, c'est que les femmes qui sont engagées dans le milieu politique doivent obligatoirement parrainer une autre femme. Et justement faire du mentorat. Et il faut que les femmes soient formées en confiance d'elles-mêmes. Tant qu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut rien faire. C'est le b.a.-ba de la politique. Une femme reste une femme. Qu'elle soit de la majorité, qu'elle soit de l'opposition, c'est toujours la femme. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la majorité que vos idées vont passer. Et je crois que ce qui serait intéressant, c'est que les femmes de la majorité et les femmes de l'opposition s'asseyent ensemble pour discuter et avancer ensemble. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment que les femmes se retrouvent. D'ailleurs, on le fait, nous avons nos associations, etc. Mais il faut dépasser cela, il faut qu'on arrive vraiment à
être beaucoup plus rigoureuse et qu'on soutienne les femmes qui sont sur le devant de la scène. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a longtemps que j'ai abandonné la scène. Mais je pense que le rôle que nous devrions, les anciennes, nous devrions trouver, nous devions faire, c'est aider les femmes, les jeunes femmes, à se, je dirais pas à se libérer, à se former. Parce que si on dit oui, les femmes, il faut qu'elles aillent voter, oui, il faut qu'elles aillent voter. Mais il faut savoir pourquoi, pour qui vous allez voter. Donc, il y a quand même toute une formation à faire. À l'orée des échéances électorales de 2020, la loi nouvellement adoptée sur le quota genre au Burkina sonne comme un pari à réussir. Encore faut-il que le jeu de positionnement dans les états-majors de partis politiques en lice soit égalitariste. Si la compétence des femmes engagées en politique n'est plus à démontrer, certains partis mettent en avant la stratégie politique avec des listes gagnantes. Nous faisons l'effort de positionner les femmes. Avec la présidente donc, des femmes du parti, nous avons échangé et nous avons dit que nous allions promouvoir les candidatures, en tout cas des femmes et des jeunes. Toutes les femmes du parti qui souhaitent se présenter et des jeunes qui souhaitent se présenter, nous allons faire en sorte de pouvoir les accompagner pour que ces personnes-là puissent être sur nos listes et être aussi bien positionnées sur nos listes. Il est vrai que la réalité du terrain fait que souvent, en positionnant aussi les femmes, nous souhaitons que ce soit des femmes qui soient à même de pouvoir mobiliser sur le terrain. Parce que si elles ne peuvent pas mobiliser sur le terrain, c'est difficile. Mais on peut les accompagner. Et nous sommes disposés à les accompagner et nous pensons que nous allons le faire. Dans notre directive, nous avons spécifiquement insisté sur donc, le positionnement des femmes. Et vous savez que la loi, non seulement elle pose le problème donc, du quota, mais même le positionnement est actuellement donc, pris en compte. Donc nous pensons que véritablement, si au niveau des provinces, l'appel a été bien entendu, parce que nous n'avons pas encore capitalisé, nous n'avons pas encore fait la centralisation de toutes nos listes, et nous souhaitons, et c'est en tout cas ce que je pense, si les gens respectent nos textes, on aura beaucoup de femmes, et nous sommes convaincus. Notre parti, le parti du livre, le mouvement pour la renaissance du Burkina, est en liste de toutes les participations électives cette année. Nous entendons à présenter des listes gagnantes, certes, mais nous travaillons à une parité, égalité, pas le quota genre, égalité 50%, 50%. Et c'est cela notre combat. La présence des femmes en politique est loin d'être une évidence et ne résulte pas d'un processus naturel. Dans tous les pays dits avancés ou moins avancés, le chemin entre l'obtention du droit de vote des femmes et leur intégration dans les partis politiques est long et semé d'embûches. La juste participation des femmes à la vie politique évolue progressivement, tout comme les mentalités, mais il reste encore à faire. Extrêmement assidus et appliqués, les femmes burkinabès assument de plus en plus leur rôle dans le développement national en se mettant au devant de la scène. Au Burkina Faso, l'équité dans la gestion de la chose publique est en marche. Elle est certes aujourd'hui une idée qui fait son chemin et qui doit encore franchir de nombreux obstacles, mais qui ne fera plus demi-tour. Les femmes ont un avenir en politique, la société évolue. Les femmes de ma génération sont différentes des jeunes femmes aujourd'hui. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Elles auront l'avenir qu'elles-mêmes auront choisi de construire. Aujourd'hui, moi, je suis satisfaite de voir en tout cas que mes jeunes sœurs, mes filles, mes petites filles même ont pris le relais et elles n'ont plus la même mentalité que nous. Elles osent. Et je pense qu'avec la pression au niveau du politique, pour que toutes les législations qui ont été prises dans le sens de promouvoir la femme en politique puissent être appliquées. Beaucoup d'obstacles sont d'ordre sociétal, c'est vrai, mais il appartient également aux femmes de prendre leurs responsabilités. Nous n'allons pas attendre que tout nous soit servi sur un plateau. Il faut aussi que nous puissions, dans la mesure du possible, bousculer les choses. Alors au Burkina, c'est vrai, tout à l'heure vous-même vous l'avez signalé, beaucoup de femmes ont connu des carrières très intéressantes et notre chef d'État n'est pas en reste puisqu'il promet
d'avoir prochainement 30% de femmes dans des postes de nomination, dans des postes également à l'Assemblée nationale et également au niveau du gouvernement. Donc pour moi, il y a un bon espoir puisque déjà il y a une volonté politique qui est affirmée. Donc il y a bon espoir que les choses ne sont pas statiques mais qu'elles bougent. Pour que la femme puisse s'engager, pour qu'elle puisse poser des actes, il faut d'abord qu'elle puisse s'émanciper économiquement. Et je suis content de savoir que dans le programme du président, il y a un volet qui concerne une banque pour les femmes. Et cela passe par là, par la microfinance, par des petits prêts qu'on peut accorder aux femmes parce qu'elles ne sont pas toutes allées à l'école. Et nous devons nécessairement aller vers là, l'émancipation économique des femmes. Donc nous devons en tout cas travailler pour les années à venir, quel que soit le régime qui va arriver, faire en sorte que la femme puisse être positionnée à un certain niveau, de telle sorte à pouvoir tirer le reste. Qu'elle soit sur le devant de la scène ou non, militante d'un parti ou non, les femmes burkinabès occupent progressivement leur place de choix sur l'échiquier politique national. Elles ont réussi le pari de faire avancer le débat public sur le rôle qu'elles occupent dans la sphère décisionnelle du pays en posant des actes concrets tout en s'inspirant de modèles venant d'ailleurs. Et pour que le Burkina Faso devienne un exemple en matière d'affirmation du leadership féminin en politique, les échéances électorales de 2020 sont dans la ligne de mire des partis politiques en lice. Ils sont nombreux, ceux-là qui mettent un point d'honneur sur la représentativité des femmes au sein de leurs instances dirigeantes, mais aussi sur les listes électorales qui en émanent. Il y a donc bon espoir au regard des textes et des engagements, mais les femmes en sont conscientes. Il faut aller au-delà du discours. La tâche reste encore immense, mais ne dit-on pas qu'une femme n'est jamais aussi forte que quand elle est armée de toutes ses faiblesses ?